Salut toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais, comme j'ai déjà fait une vidéo sur le fait de passer son test de QI et de le rater, on reviendra là-dessus plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait qu'il y ait plein d'adultes qui aient, comment dire, une suspicion, vraiment qui ait cette suspicion d'être HP, mais qui ont quand même peur de passer le test de QI. Et cette peur, bien qu'elle soit injustifiée, eh ben, elle reste quand même là. Donc on va parler de ça petit à petit, étape par étape. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans ce processus d'avoir peur de passer un test de QI, il y a la peur. La peur, c'est une émotion, et une émotion, ça ne se rationalise pas. Ça, c'est la première chose à savoir sur l'émotion. C'est-à-dire que quand je vais voir quelqu'un qui a peur et que je lui explique qu'il n'a pas besoin d'avoir peur pour plein de raisons très très intelligentes, ça n'enlèvera pas la peur. Si y a quelqu'un qui vient me voir et qui me demande un programme pour qu'il n'ait plus peur de monter dans l'avion et que je lui explique que l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr, il va pas me dire oui merci Tevy, c'est bon, j'ai bien tout compris, je suis hyper soulagée de savoir ça, je vais aller prendre l'avion demain. Non, il va jamais faire ça. Il va jamais faire ça parce que une peur ça ne se rationalise pas. Donc c'est pas la peine de trouver 75 raisons pour lesquelles passer un test de QI, parce que très souvent la raison profonde pour laquelle on n'a pas envie de passer un test de QI, c'est la peur. Et même si on connaît la raison de cette peur, même si on sait qu'on a peur, enfin je veux dire, voilà, tant qu'on n'a pas trouvé la cause profonde et que on n'a pas confronté cette peur, cette émotion, qu'on n'est pas allé la rassurer, cette peur, qu'on l'a pas exprimée de manière adéquate, et ben cette peur elle partira pas. C'est la deuxième chose à savoir sur les émotions, c'est qu'une émotion, ça ne part pas comme ça. Une émotion, quand elle n'est pas exprimée, elle reste à l'intérieur, elle se transforme, et soit elle devient un truc pire, soit on somatise, c'est-à-dire qu'on fait de l'eczéma, des trucs, des machins, enfin, ou alors on se blesse, ou alors voilà, c'est le corps qui exprime à la place des émotions. Soit ça peut devenir complètement autre chose. Donc une peur, enfin une émotion, d'une part, ça ne se rationalise pas, et d'autre part, ça s'exprime, parce que sinon, ça se transforme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir avant même de se demander pourquoi est-ce qu'on a peur de passer un test de QI, ou pourquoi est-ce qu'on a peur de manière générale. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, parce qu'à partir du moment où on sait ça, on comprend notre propre fonctionnement, et on peut passer à autre chose. D'où est-ce qu'elle vient cette peur? Moi, j'ai plusieurs hypothèses. La première, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le fait de rater un test de QI. La plupart des gens ont peur de rater leur test de QI parce que ils viennent passer un test de QI pour avoir une réponse à leur souffrance. Ils souffrent tout au long de leur vie d'être HP, ou alors au moins d'avoir des symptômes qui sont similaires à ceux qu'ont les HP, toute cette hypersensibilité, ce manque d'adaptabilité sociale, ce manque d'intelligence séquentielle. Ils ont plutôt une intelligence en arborescence, et c'est très bien. Tout ça, c'est pas des jugements, hein, c'est des faits qui sont comme ça. Toutes ces choses-là, eh bien, c'est symptomatique d'être HP pour eux, et si ils passent le test de QI et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas HP, ils ont quand même tous ces problèmes et ça ne répond pas. Il n'y a pas de réponse à l'issue de ce test. Et le fait qu'il n'y ait pas de réponse à cette errance diagnostique, ça leur fait énormément peur, ça les fait énormément souffrir, et là où ils pensaient trouver une délivrance, ils pensent aussi que s'il n'y en a pas, ça va encore plus les dévaster que là où ils sont maintenant. Donc il y a ça. Il y a aussi autre chose dont j'ai peu parlé pendant mes vidéos, mais que je trouve hyper important à savoir.
c'est les notations à l'école. Alors vous allez me dire peut-être que ça n'a rien à voir avec un test de QI, on n'est pas noté pour un test de QI, en fait si, on est noté, on passe un test, à la fin on a une note qui correspond à notre QI. Et en fait, la plupart des gens qui ont une intelligence en arborescence, quand ils vont à l'école, ils ont plein de connaissances et ils sont reconnus comme des gens qui sont intelligents, mais par contre, leurs notes ne reflètent pas cette intelligence. Pourquoi ça ne la reflète pas? Parce qu'une note, c'est le reflet d'une connaissance demandée à un instant T. Donc il y a 2 paramètres dans une note. Il y a la connaissance. Est-ce qu'on a la connaissance qui est demandée, exprimée de la manière dont le prof le veut? Donc il y a quand même une subjectivité énorme derrière tout ça. Et on va parler de cette subjectivité après. Et deuxièmement, il y a l'instant T. Donc si je suis stressée, je vais pas avoir une bonne note parce que je vais pas pouvoir exprimer toutes les connaissances que j'ai apprises. Si il s'est passé un truc avant que mon parent est décédé, qu'il y a quelque chose que j'ai été frappée avant de passer, ou voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent avant un contrôle et qui font que je ne suis pas dans une situation optimale pour le passer, eh bien le test, la note du test ne reflètera pas ce que je connais et mes connaissances, et ça reflètera pas mes compétences non plus. Le problème, c'est que je ne sais pas par quel processus, franchement j'y ai pas réfléchi, je ne sais pas par quel processus, mais la plupart des gens la plupart des enfants assimilent le fait d'avoir des bonnes notes avec le fait d'être intelligent, le fait d'être un bon élève, avec le fait d'être quelqu'un qui réussit. Et c'est faux. Enfin, je veux dire, la plupart des choses qu'on apprend en classe à cette époque-là, ce sont des choses qu'on réutilisera plus jamais. Donc, ça ne reflète pas nos compétences. Y a plein de gens qui sont de très bons professionnels aujourd'hui et qui n'avaient pas de bonnes notes à l'école. Donc c'est pas le reflet de l'intelligence ni de la compétence. Mais penser ça, c'est, comment dire, garder avec soi le fait que, comme on a eu des mauvaises notes toute sa vie, forcément on n'est pas intelligent. Et aussi, le fait de ne pas être noté à la hauteur de nos compétences, de notre intelligence, que les notes ne soient pas le reflet de notre intellect, et ben ça fait perdre toute confiance en système de notation. Et on le voit, on le revoit, on le re-revoit au fur et à mesure. Quand on change de prof, on change de note. Quand on change d'école, on change de note. Et puis, quand on change de programme scolaire, on change de note. C'est pas un truc linéaire qui fait qu'à partir du moment où on a la bonne méthodologie, on va avoir les notes qui vont suivre et qui vont être linéaires. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'exemple parfait à tout ça, c'est une vidéo de Brut qui est passée il n'y a pas très longtemps sur le bac de philo, dont je mettrai peut-être comment dire, la vidéo, enfin le lien en description de cette vidéo. Donc cette vidéo de Brut sur le bac de philo, normalement c'était une vidéo qui expliquait cette légende comme quoi une année il y avait eu au bac de philo le sujet qu'est-ce que l'audace, et il y a un élève qui avait répondu c'est ça, qui avait rendu sa copie et qui avait eu 20 sur 20, ce qui est effectivement complètement faux, qui est une légende urbaine qui date de un film apparemment. Et cette légende elle vient donc de ce film, elle vient aussi du fait que la plupart des élèves pensent que la philo c'est une matière qui est
complètement aléatoire et que quel que soit le prof qu'on a, on peut avoir 8 sur 20 toute l'année et puis avoir 15 sur 20 au bac, parce que tout dépend du prof. Exemple parfait, en 1994, apparemment je crois, oui ça doit être ça, en 1994, il y avait une élève qui avait passé le concours général de l'examen de philosophie et qui avait terminé deuxième et qui au bac a eu 1 sur 20 en philosophie. Elle a fait relire sa copie par d'autres profs de philo qui ont dit que cette copie ne valait pas du tout ça. Et c'est fou, c'est incroyable parce que une meuf qui a eu autant de compétences, autant de connaissances, et des connaissances qui sont reconnues par l'éducation nationale, puisqu'elle a été deuxième au concours, enfin à l'examen général de philosophie. Cette meuf-là, elle a réussi à avoir 1 sur 20 au bac. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une espèce de subjectivité derrière la notation, qui est censée ne pas être subjective, mais c'est impossible de pas être subjectif à partir du moment où y a un prof derrière. Donc c'est aussi pour ça que la plupart des HP perdent toute confiance en toutes les notations de l'école, parce qu'ils savent qu'il y a une subjectivité derrière, et qu'ils ont beau apprendre le cours et le connaître par cœur, à partir du moment où ils restituent leurs connaissances, comme elles ne sont pas restituées de la manière que le prof le veut, et ils sont mal notés. Et pour certains profs, il y a aussi quelque chose qui joue dans la notation, c'est que si la gueule de l'élève leur revient pas, ils vont lui mettre des mauvaises notes. Et là, il va y avoir une chier de commentaires, je le sais, il va y avoir une chier de commentaires de profs qui vont venir me dire « Mais non, mais ça n'arrive jamais, blablabla. » Les gars, revenez en arrière dans votre parcours scolaire et dites-moi que vous n'avez jamais eu ça, un prof qui vous déteste et qui vous met des mauvaises notes. Dites-moi que ça n'est jamais arrivé dans votre parcours scolaire. Et là, je m'inclinerai. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Sachant que j'étais trilingue en sortant de l'école primaire. Quand je suis arrivée en 6e, premier jour de l'année scolaire, premier cours, j'ai eu anglais et j'étais la première personne qui était interrogée ce jour-là alors que j'étais déjà bilingue. La prof, j'ai plus trop entendu parler après qu'elle se soit rendue compte que je parlais mieux anglais qu'elle. Et ça a été ça pendant toute ma scolarité, sauf peut-être en terminale où j'ai eu un prof absolument... En terminale, non, c'était en premier... C'était en quelle classe, donc? C'était en seconde. En seconde où j'ai eu un prof absolument exceptionnel. Mais sinon, tout au cours de l'année, j'ai eu des notes qui n'étaient pas exceptionnelles en anglais alors que j'étais bilingue. Et j'ai même eu une prof d'anglais en terminale qui était absolument horrible avec moi, qui me mettait des 16 sur 20, et l'appréciation à côté c'était peut mieux faire. Non mais les gars, au bout d'un moment il faut arriver à l'évidence quoi. C'est que il y a une réelle subjectivité dans la notation. Qu'est-ce que ça a à voir avec le test de QI? Le test de QI c'est une notation. Et on arrive dans cette salle où on est censé être noté sur quelque chose d'objectif, sur... c'est censé être une notation objective sur nos compétences à ce moment-là. Et c'est pas du tout objectif. Parce qu'on arrive déjà... on est reçu par un psy qui est censé garder une objectivité incroyable. Et il ou elle met un espèce de poker face en mode entretien d'embauche, ce qui est terrible. C'est terrible. Tu passes un test et t'as ça en face de toi, c'est horrible en fait. Et rien que ça joue sur le fait que tu sois déstabilisé et que tu puisses avoir de mauvaises réponses. Enfin, tout ça c'est fou quoi. Pourquoi est-ce qu'on serait pas là? Pourquoi est-ce qu'on noterait pas les gens vers le haut? On les tirerait pas vers le haut plutôt que vers le bas comme ça? Je trouve ça incroyable. Et du coup, il y a plein de gens qui arrivent avec cette peur de pas trouver la réponse qu'ils espéraient pendant leur test de QI, qui se font tester. Et
voilà, qui trouvent un système de notation qui est terrible, qui est un petit peu maltraitant, et aussi qui, ben, auquel ils ont absolument pas confiance. Et à la fin, cette peur, on peut se rendre compte que c'est une peur qui est là depuis hyper longtemps, qui est là depuis tout le début de leur parcours scolaire, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été notés, il y a eu cette espèce de subjectivité qui était tout le temps là, et qui sera toujours là, qui sera toujours là. Cette subjectivité qui fait que ils sont mal notés, même si ils ont de super compétences. Donc, maintenant que j'ai bien remué la merde avec tout ça, comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Comment est-ce que, alors qu'on sait qu'il y a plein de tests de QI disponibles et et qu'on sait qu'on a peur de les passer parce qu'on sait que on sera peut-être pas HP à la fin de ce test, comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette peur? D'une part, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui va se passer si tu rates ton test de QI? Comme j'ai dit dans cette vidéo, toutes les problématiques que tu as aujourd'hui, que tu passes ton test de QI ou que tu ne les passes pas, c'est des problématiques auxquelles tu peux trouver des solutions maintenant. Tu n'as pas besoin d'être HP pour trouver des solutions pour ne plus te sentir seul, trouver des solutions pour te faire des amis, trouver des solutions pour trouver ta voie professionnelle, trouver des solutions pour trouver l'amour de ta vie. Voilà, être heureux de manière générale. Tu n'as pas besoin d'être attesté HP pour avoir de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Que tu passes le test ou que tu ne le passes pas, de toute manière, ces difficultés, elles sont là et on peut y répondre. Donc, la seule chose qu'ouvre le test de QI, c'est d'une part le soulagement de c'est un réel soulagement de savoir qu'on est surdoué quand on a autant de difficultés et ce genre de choses. Être conforté au moins dans ça, c'est... Voilà, ça fait du bien, je pense. Et la deuxième chose, c'est pour les enfants qui ont besoin d'entrer dans des systèmes scolaires adaptés, souvent le test de QI il est demandé, voilà. Et aussi, si tu as envie d'entrer à la Mensa, ton test de QI il te sera demandé. Donc voilà, il y a ça qui est à mettre en place. Mais sinon, que tu aies peur de passer le test de QI, c'est normal, d'une part, parce que c'est une peur qui est fondée et qui est là depuis hyper longtemps. Et d'autre part, que tu aies peur de le passer et que au final, à cause de cette peur, tu ne le passes pas, il faut seulement que cette peur t'empêche de passer le test de QI, mais pas qu'elle t'empêche de demander de l'aide et de trouver des solutions pour être des solutions adaptées pour changer et pour arrêter de souffrir. C'est ça surtout qui est important. Si c'est un sujet auquel t'as envie de discuter avec moi directement, il est possible de réserver un appel sur Calendly, donc c'est en lien dans la description, ou alors je réponds aux messages sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook et sur Instagram assez facilement. Donc si t'as des questions, vraiment, pose-les-moi et j'y répondrai au mieux, ou alors en commentaire. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que tu trouveras vite des solutions à tes problématiques. Et si tu n'en trouves pas, réellement, envoie-moi un message et j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Très bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, laisse un petit pouce et abonne-toi. Et voilà, on se dit à très vite. Allez, bisous.